Clapas. 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 Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un film de Roberto Gavaldon. Peut-être qu'on dit Gavaldon, je ne sais pas parler espagnol. Le titre est La déesse agenouillée. Alors c'est vrai que c'est un réalisateur qu'on a peut-être un peu oublié. C'est dommage. En revanche, sortent actuellement 5 films qu'il a réalisés. Et vous allez voir, c'est du très beau cinéma, intéressant. La déesse agenouillée, c'est un film qui date de 1947. Donc Roberto Gavaldon, comme son nom l'indique ou ne l'indique pas, c'est un réalisateur mexicain. La déesse agenouillée appartient à l'âge d'or du cinéma mexicain. C'est une période où l'Espagnol Luis Buñuel, que vous connaissez, s'est réfugié au Mexique, vous le savez aussi, et il a réalisé un certain nombre de films tout à fait exceptionnels que nous avons certainement, je vous en ai sûrement parlé. Il s'agit entre autres de Elle. C'était le portrait d'un homme d'une jalousie maladive. C'était un mari même d'une cruauté incroyable d'ailleurs. Il était mu par cette jalousie et ce rôle était interprété par Arturo de Cordova, celui-là même qui, dans le film de Gavaldon, quelques années plus tôt, était justement cet homme dans La déesse agenouillée, partagé entre 2 femmes, une qu'il aime et l'autre qu'il désire. Est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Donc film, La déesse agenouillée, c'est un film qui a obtenu un immense succès au Mexique. Et justement, à propos du Mexique, je voudrais quand même c'est peut-être l'occasion ou jamais, de faire un petit point sur le cinéma mexicain. Eh bien, c'est un très très beau cinéma. À plusieurs reprises, je vous ai parlé d'ailleurs de films mexicains. Je voudrais simplement faire un petit rappel, ne vous inquiétez pas, ne partez pas, ça sera assez bref et en même temps, je trouve que c'est quand même intéressant de s'en souvenir. En 2006, moi, c'est là que j'avais découvert ce cinéma mexicain. C'était un film de Francisco Vargas, Le Violon. C'était un film noir et blanc. Quand on l'a vu, on ne l'oublie pas. Une force incroyable. Il n'a pas fait énormément de films, c'est très étonnant, Francisco Vargas, mais là, c'était vraiment un film. Ça commençait avec un plan au ras du sol où on voyait des pieds et puis on entendait en off des hurlements et c'était des scènes de torture, mais tout ça n'était pas montré, mais c'était d'autant plus violent d'ailleurs que ça n'était pas montré. Enfin, vraiment un film d'une très grande qualité. Et puis, puisqu'on est en 2006, souvenez-vous aussi de ce film de Guillermo del Toro. Alors là, quand même, vous connaissez Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est un film notamment avec le labyrinthe du Pan. C'est un film qui évoquait la guerre en Espagne, mais il y avait une part de fantastique, comme savent le faire d'ailleurs les Mexicains, et en particulier Guillermo del Toro, puisqu'en 2017, il a fait La forme de l'eau, qui était aussi un film très étonnant. Et d'ailleurs, je pense que, puisque je vous parle de Guillermo del Toro, devrait sortir, ou va sortir, ou est en train de sortir, enfin je ne sais pas, Pinocchio. Écoutez, a priori, Pinocchio, vu par Guillermo del Toro, à mon avis, il faut aller le voir, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Là, il y a un autre Mexicain dont je voudrais parler, qu'on connaît certainement moins, c'était Carlos Regadas, avec notamment un film qui s'appelait La lumière silencieuse, et qui parlait de la vie, de ses ruptures. C'était une approche très mystique de la vie, avec des amours très complexes. Un peu, là aussi, une patte mexicaine, incontestablement. Alors, je crois qu'il faut vous citer aussi Alfonso Cuarón. Lui, alors bon, je regrette qu'il préfère maintenant être diffusé sur Netflix, parce que je trouve que ça c'est un peu réducteur, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître avec un film formidable en 2001, peut-être 2001, Y tu mamá también. Alors bon, excusez-moi, je parle pas espagnol, mais c'était notamment, je sais pas si vous en souvenez, c'était un film vraiment charmant, avec un acteur qui est aussi mexicain et que vous connaissez et qui est formidable, c'est Gaël García Bernal. C'est lui qui faisait notamment le Che dans le film de Walter Salles, Carnet de voyage, et c'est un acteur qui a fait son chemin, qui a travaillé avec les plus grands, notamment même Woody Allen, Almodovar, etc., etc. Et voilà, donc, et je vous rappelle que Alfonso Cuarón, c'est aussi celui qui a fait, pour ne citer qu'un de ses films, Gravity.
en 2013, je crois. Voilà. Et puis, pour terminer, évidemment, ce tour des réalisateurs mexicains, parce que c'est toujours intéressant de faire des petits rappels comme ça, il y en a un qui est formidable. Vous pouvez le citer même avant moi, c'est Inarritu. Et oui, je veux dire, là, c'est quand même le top du top, notamment avec ce film, toujours dans les années... je saurais pas dire, parce que comme je l'ai vraiment bien en tête, j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps, mais c'est peut-être qu'il y a... ça devait être en 2006, quelque chose comme ça, 2005. Babel. Formidable. Vous vous souvenez, c'était que une aile de papillon peut transformer la planète. Ben oui, c'était ça, quoi. Avec Brad Pitt et Cate Blanchett, ils faisaient un voyage au Maroc. Elle était blessée. C'était un enfant qui tirait dans le bus qui passait dans le Maroc. On s'apercevait après toute une enquête que cette arme avait été vendue par un Japonais. Voilà, vous voyez, donc c'était un film vraiment... moi, je sais que ça m'avait beaucoup plu. Il a fait aussi un autre film, Inarritu, Birdman, en 2014. Là aussi, c'était l'histoire d'un type... il faisait de l'homme volant dans les films et évidemment sa carrière se terminait et c'était un désastre évidemment. Puis aussi il a fait aussi The Revenant, pour moi c'est pas le meilleur, mais c'est quand même, ça a permis à DiCaprio d'avoir un Oscar à Hollywood. Voilà, enfin bon, Inarritu, tout le monde connaît et voilà. Donc c'était quand même intéressant de montrer que le cinéma mexicain, tout ça pour vous dire que c'est vrai que Gavaldon fait partie des très grands réalisateurs mexicains. On l'avait un peu oublié et là il ressort notamment en 4K, il a été programmé je crois au festival de films à La Rochelle. Voilà, donc voilà, je crois qu'effectivement ça vaut le détour si vous voulez. Et c'est intéressant parce que il faut savoir quand même qu'au Mexique, il y a un des réalisateurs qui a compris qu'au Mexique, il y avait une âme intéressante, c'était Eisenstein. Il est venu filmer Eisenstein, il est venu filmer au Mexique et je pense que sa présence a certainement insuffler un certain talent aux réalisateurs mexicains qui sont beaucoup plus tournés vers l'écriture cinématographique européenne, si je puis dire, plutôt qu'américaine. Voilà, c'est moins hollywoodien et on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, nous voilà donc avec La déesse agenouillée, c'est un film formidable. Et donc, voilà, ce qui est bien, c'est que d'emblée, la musique nous donne un ton. Voilà. Vous me direz que c'est un peu normal, mais bon, on est d'abord sur un générique qui défile, se déroule sur un fond noir, et puis ensuite, le générique se continue et se déroule sur comme un genre de papier où il y a une ombre, et l'ombre, c'est une femme agenouillée. Voilà, et ce sera une sculpture plus tard, nous y viendrons. C'est l'ombre, donc nous avons l'ombre. Ça, c'est intéressant de noter l'ombre, parce que c'est la virtualité, évidemment, de la réalité. Et donc, cette musique qui court sur ce générique, nous met sur la voie parce qu'elle donne un ton à la fois dramatique et romantique. Voilà. Et donc, oui, je crois qu'on va rentrer dans un film qui se fera à la fois un drame et une romance, si je puis dire. Et puis, ensuite, quand on regarde le film, c'est là qu'on se dit, il y a quand même un pilote dans l'avion, au sens propre comme au sens figuré, parce que nous avons un bruit d'avion, justement, et une vue plongeante sur la ville, et on nous met très clairement, il s'agit de la ville de Guadalajara. Je prononce très mal, mais bon, vous l'avez compris. Et donc, c'est une prise de vue d'un avion. Et c'est pas n'importe quoi. On survole la ville de Guadalajara. On y voit d'abord une cathédrale. Et puis, l'avion se déplace et on passe au-dessus d'une route qui passe sous une arche double. Alors là, c'est intéressant parce que nous sommes déjà dans le côté double. L'évocation du double, ce sera constant dans le film. Donc, vous voyez, on a un indice déjà. Nous savons dans quel genre de film nous allons rentrer. Et puis, arrive une femme très élégante, magnifique, c'est Maria Félix, formidable, avec ses costumes comme on faisait à l'époque de ces années, puisque le film date de 1947, donc 1940, je sais pas, la taille est très cintrée, mais en revanche, elle est comme un X, c'est-à-dire que ses épaules sont très larges, c'est assez exceptionnel, elle avance vers nous, et elle regarde le ciel. Donc évidemment, comme on a encore le bruit de l'avion, on comprend qu'elle regarde le ciel, mais son visage est plutôt sombre, puis tout d'un coup, elle se met à sourire. Elle sourit vers qui? Vers un homme qui, puisqu'on voit arriver l'avion, qui descend, qui atterrit, et un homme descend de l'avion, mais un homme sans bagages.
Et donc là, il y a un plan fixe, un baiser en premier, en plan rapproché. Donc on a compris la relation qu'il y a entre cet homme et cette femme. Puis ensuite, vous avez un travelling arrière qui montre ces deux amoureux, si je puis dire, qui viennent vers nous. Et on comprend dans le texte, dans les quelques mots qu'ils se disent, qu'il ne peut pas rester longtemps. Et elle dit « je comprends ». C'est intéressant parce qu'on est déjà dans un contrepoint, parce qu'on verra sur la suite du film qu'en fait, elle a du mal à comprendre, quoi. En réalité, bon, il se trouve qu'elle est la maîtresse de cet homme, ça on le comprendra très vite, parce que le plan qui suit, c'est un plan rapproché, c'est comme une nature morte, c'est-à-dire vous avez sur un plateau une espèce d'aiguillère, enfin de bouteille en argent, si je puis dire, et il y a un verre sur pied, qui est sur le plateau, qui est à moitié bu, et ce plan rapproché montre qu'effectivement aussi, bord cadre, hors du plateau, il y a un deuxième verre. Donc ça veut dire que déjà, vous avez les deux verres ne sont pas rapprochés, ils sont pas dans le même plateau, si je puis dire. Vous voyez, c'est comme c'est presque une métaphore, quoi. Voilà. Et donc c'est un plan qui en dit long. C'est ce qu'on appelle les natures mortes ou les vies silencieuses. Moi, j'adore ce mot de vie still life, vie silencieuse, parce que c'est effectivement tout est dit, mais ça dit pas un mot, puisque ce sont des objets. Mais en même temps, objets inanimés. Avez-vous donc une âme? Et bien sûr, mais bien sûr. Et donc il y a et tout d'un coup entre ce plan, on est toujours dans ce plan fixe, rentre dans le champ une main d'en bas et qui vient écraser une cigarette dans un cendrier. Et travelling arrière, on découvre les deux amants sur le sofa. Donc la mise en scène, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui raconte l'histoire? Je ne vous le dirai jamais assez. Ce sont les images et les sons. C'est quand on regarde les images et les sons qu'on comprend quelque chose. C'est pas, on va pas faire blablabla, c'était l'histoire d'un homme et d'une femme qui se voyaient. On s'en fout du texte. L'image raconte. Le cinéma, c'est l'image et le son. Donc la mise en scène annonce un couple qui n'est pas aussi uni que ça. Et la cigarette qui s'écrase dans le cendrier, c'est peut-être aussi la fin de l'histoire, la fin annoncée de l'histoire. Et le texte va souligner quand même ce que l'on entrevoit, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un passé, mais pas commun à eux deux. Et en même temps, Antonio, puisqu'il s'agit de cet homme s'appelle Antonio, il dit « Ne jamais interroger le mystère du passé, c'est une façon de découvrir que notre amour est authentique. » C'est-à-dire que c'est un homme, on le voit très vite à travers les quelques mots qu'il dit et la façon de comportement, que c'est un homme, il est dans le mystère, et ça lui plaît. Vous voyez, bon, d'abord, il trompe sa femme, donc là, il est effectivement dans le mensonge, bien évidemment. Et elle, en revanche, elle est concrète et elle dit « Quand tu n'es pas là, je suis dans la solitude ». La solitude, ça aussi, c'est un mot, au fond, l'un et l'autre, et même la femme, d'ailleurs, de Antonio, ils sont tous dans une solitude. Que les gens soient seuls, ça, c'est bien connu, évidemment. Et donc, le dernier plan, d'ailleurs, nous dira que, en effet, même cette femme magnifique qui est très aimée de cet homme, incontestablement, puisqu'il la désire complètement, eh bien, elle est seule. Parce que lui est dans le rêve. Il lui dit, d'ailleurs, fermons les yeux, faisons ce rêve d'être ensemble. Alors là, il y a donc une embrassade pour bien montrer, etc. Mais c'est fait d'une façon assez voluptueuse, avec des plans dans ce qu'on appelle des raccords dans le mouvement. Bon, il y en a un que j'ai pas trouvé terrible. Enfin, ça, excusez-moi, c'est mon regard de monteuse. Je trouve que ça manquait un peu de fluidité. Enfin, bon, bref, ça, c'est un autre problème. Mais enfin, voilà, je comprends très bien ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très sensuel entre cette femme et cet homme. Et donc, cut, après, nous avons cet avion qui redécolle de Mexico. Il l'avait dit, il reviendrait le 25 septembre. Donc, il se voit, j'ai envie de dire, entre petits tirés, si je puis dire. Voilà. C'est des petits épisodes d'amour, quoi. Voilà. Et donc, ce 25 septembre est intéressant parce que c'est une date qui va marquer un rendez-vous manqué. Et là, dans cette séquence, nous sommes toujours au début du film, vous avez la même position de Maria Félix lorsqu'elle l'attendait au début, mais là, il s'en va. Et donc c'est un même plan, vous voyez, c'est la même attitude, on refait toujours les mêmes gestes, il y a la similitude dans les allées, les et venues. Voilà, je suis filmé de face, j'arrive, je suis de dos, je pars, et c'est exactement ce que fera Antonio avec sa maîtresse, avec sa femme. Je viens, puis je pars, et etc. Et alors que le plan s'arrête sur elle, qu'elle semble être, que je parle de Maria Félix, elle est là, elle vient de le voir partir, elle est dans une, semble-t-il, quand on regarde son visage, dans une assez profonde tristesse. Un homme intervient, c'est Nacho. C'est Nacho, il vient, on ne sait pas pourquoi, c'est un personnage très ambigu,
il lui parle et ce qu'il lui dit là devient intéressant. Quand tout d'un coup il n'y a pas trop de texte, le texte qui arrive est intéressant. Il lui dit « Curieux que tu sois devenu sentimental », parce qu'il la voit effectivement un peu triste au départ de Antonio. « Ce n'est pas bon pour les affaires », dit-il. « Tu n'es pas tombée amoureuse ?» pose-t-il comme question, il demande. Et elle répond « Antonio est différent des autres ». Donc là aussi, il y a une espèce de mystère qui plane sur cette relation. Qui est-elle ? Quand on entend ça, on se dit c'est peut-être une call girl, quoi. Il y a peut-être un intérêt quelconque à mettre cette dame dans les pattes de cet homme. Je ne sais pas. On ne sait pas. Vous voyez, alors c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est bien parce que on ne sait pas. On avance, mais on ne sait pas. Et puis, tout d'un coup, la séquence qui suit, elle est en train d'écrire une lettre et elle décide qu'on ne se verra plus. Alors, est-ce qu'elle est sincère ou pas ? Là aussi, le réalisateur nous donne des doutes sur la totalité de son action et de cette femme. On ne sait toujours pas qui elle est, parce qu'il y a une musique qui est très douce, et même dans le travelling qui la suit, elle est là avec sa lettre parce qu'elle va la porter, enfin, elle va la demander, elle va la faire porter. Il y a une sorte de lenteur. Et c'est complètement en contrepoint avec la violence de la rupture. Et donc, est-ce qu'elle est sincère ? On est un peu comme dans le plan de l'aéroport. Je vous le disais, Nacho était venu s'imposer entre cette tristesse qu'elle avait par rapport au départ de Antonio. Et bien là, au moment où elle est en train donc d'écrire cette lettre de rupture, là aussi quelqu'un vient s'imposer, vient s'interposer dans ses pensées. On sonne, c'est José, le serviteur, et c'est lui qui sera chargé de donner la lettre à Antonio. Alors, c'est parce qu'elle a décidé de partir pour couper, évidemment. Voilà, ce procédé de rupture, il est constant, évidemment c'est le sujet aussi du film, mais d'un point de vue réalisation cinématographique, il est constant dans le film. Il est fréquent pendant tout le film de Galvadon. À chaque fois qu'il y a une séquence qui démarre, que ce soit entre deux personnages, quels qu'ils soient, il y a toujours quelqu'un qui vient s'interposer et rompre ce dialogue. On ne peut pas aller jusqu'au bout du dialogue. Voilà, et ça c'est intéressant aussi, parce que ça dit effectivement quelque chose. Et donc, la séquence qui suit, cut, c'est la page du calendrier. Donc, comme vous le savez, le montage, c'est l'art de l'ellipse. Donc, dit directement ellipse, mais il y a un gros plan sur le calendrier et nous sommes le 25 février. Et là, Antonio a marqué sur son calendrier, il est chez lui à Mexico, et il a marqué Guadalajara. C'est-à-dire que là, en principe, c'est ce jour-là, 25 septembre, comme il l'avait dit à notre déesse, à Maria Félix, il lui avait dit qu'elle s'appelle Raquel dans le film, qu'il viendrait la voir le 25 septembre. Et là, il est toujours à Mexico et il travaille devant une fenêtre. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit aussi, je ne sais pas s'il y a eu une grande influence de Buñuel, mais c'est pas impossible. Vous savez que Buñuel aimait bien mélanger le côté un peu drôle des blagues, c'était toujours un peu sulfureux, enfin, etc., etc. Parce que là, il y a un truc moi, j'ai trouvé ça très drôle, donc je ne sais pas s'il n'a pas voulu que ce soit drôle, c'est raté, mais il est là et tout d'un coup, alors qu'il est devant la fenêtre, évidemment un peu décontenancé parce qu'il a reçu la lettre, la fameuse lettre, qu'on lui dit de pas venir parce qu'on rompt toute relation, il regarde par la fenêtre, on est en train de monter sur un mur une publicité. Et figurez-vous que c'est une publicité qui parle d'un parfum et qui s'appelle, tenez-vous bien, le désir. Bah écoutez, c'est magnifique. Alors là, je trouve que c'est quand même très drôle. Je ne sais pas s'il l'a voulu. Et donc, tout d'un coup, évidemment, ça permet à Antonio de parler du désir. Mais avec qui ? Il est dans une grande solitude, il est seul. Le seul qui est son confident, c'est Esteban, son je sais pas comment on dit, son camériste, non, on dit une camériste, mais je ne sais pas, enfin bref, celui qui s'occupe de lui complètement, à la fois de son manteau, de sa valise et de son billet, mais qui est là en permanence chez lui. Ben oui, il lui demande, est-ce que, tout d'un coup on peut disserter sur le désir avec Esteban. Vous voyez, donc c'est un homme du peuple, mais qui peut-être a beaucoup de sagesse parce qu'il sait y répondre. Oui, ils disent c'est quelque chose qu'on a très envie d'avoir, de posséder, voilà. Et donc, il se confie à demi en disant oui, mais quelquefois le désir c'est une chose terrible parce que ça nous rend malheureux et ça peut rendre malheureux aussi ceux qui sont autour de nous. Et là, figurez-vous que bien là encore, là aussi, rupture. Il est en train de parler avec Esteban et qu'est-ce qui se passe ? Coup de fil. Et qui est au bout du fil ? Elena, sa femme. Voilà, donc sa vraie femme, enfin si je puis dire, il n'y a pas de vrai ni de pas vrai, mais je veux dire, c'est sa femme légitime, on va dire. Donc interruption de la conversation, sonnerie de téléphone, c'est Elena, et en plus de ça, il s'est rapproché pour répondre au téléphone de son bureau, et sur le bureau trône
un cadre avec une photo, et dans le cadre, toujours cadré, bien cadré, vous avez Elena, qui est donc sa femme, qui est à l'opposé, semble-t-il, de cette brune maîtresse qui est jouée par Maria Félix. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a la présence de l'absente. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi, ce travail sur la présence et l'absence, c'est continuel dans le film de Gavaldon. Antonio va prendre sa décision. En effet, il faut rompre avec Maria Félix, sa maîtresse, et il va aller voir Elena. Et là, à partir du moment où il a pris cette décision, il semble beaucoup plus serein, et on voit le rôle sous-jacent d'Elena, puisque le Gavaldon a choisi de terminer la séquence par un gros plan sur le cadre où on voit la photo d'Elena. Et puis, il y a un fondu enchaîné qui nous amène chez Elena. Alors là aussi, c'est très intéressant pour ceux qui aiment regarder l'image. Elle commence, la première image où on voit Elena, on vient de la voir évidemment sur un portrait, mais enfin elle était figée, elle était sur une photo en 2 dimensions. Elle est de dos, elle est coiffée elle a 2 espèces de macarons comme ça dans le dos. Je vous assure, c'est très drôle parce qu'on dirait 2 yeux. C'est pour ça que moi je soupçonne Gavaldon d'avoir quand même beaucoup d'humour, un peu à la Buñuel, mais en même temps à la Gavaldon. C'est comme 2 yeux qui nous regardent. Elle a des yeux dans le dos, et en effet, on verra que le regard qu'Antonio pose, parce qu'après il va faire venir une statue, je vais y venir, la fameuse déesse agenouillée, qui se trouve être le corps, la reproduction du corps de la maîtresse, qui est jouée par Maria Félix. Elle a des yeux dans le dos parce qu'elle voit bien qu'elle regarde Antonio, son mari, regardant cette déesse. Elle regarde, elle voit tout, et même elle sent des choses, parce que quand elle sent que, effectivement, que Maria Félix existe et qu'elle n'est pas uniquement de marbre, elle lui dit: tu es en danger, Antonio. Elle avait pas tort. Et alors, ce qui est absolument incroyable dans ce scénario, c'est que justement, c'est Elena qui suggère à Antonio d'aller choisir une Vénus. Ils ont fait une maison formidable, parce qu'il est assez richissime, et donc, il y a un bassin, et autour de la bassin, il dit: ce serait bien peut-être une Vénus de Milo. Non, elle a pas de bras, donc c'est peut-être gênant. Et donc, voilà, ils sont en train de discuter, et c'est elle qui lui dit: tu devrais trouver une Vénus. Et c'est la raison pour laquelle il va aller chercher une statue. En effet, il va tomber amoureux de la Vénus. C'est toujours Maria Félix, mais cette fois-ci, elle est en marbre. Et donc, puisque je vous parlais de cette interposition qui arrive tout le temps, encore une fois, alors qu'il est en train de parler avec sa femme, il parle de cette Vénus, donc c'est quelque chose qui est absent, mais s'interpose le médecin, un médecin, et qui fait comprendre que Elena est très malade. Voilà, donc ça veut dire, vous voyez comment ça fonctionne, ça s'emboîte formidablement bien. Et donc, dans son journal, que fait Antonio ? Il s'aperçoit, comme je vous l'ai dit depuis le début, il n'arrive pas à parler, c'est toujours compliqué. À chaque fois, quelqu'un intervient, il doit partir, c'est compliqué. La seule personne avec laquelle il puisse discuter, c'est lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a un journal intime. Et donc, quand il décide d'aller acheter, avant même qu'il l'ait vu, il décide d'acheter une statue, il parle avec sa femme, il voit que sa femme est malade, etc., etc. Il écrit dans son journal: « Je suis guéri de Raquel, de Maria Félix, du désir de sa maîtresse. » C'est-à-dire qu'après la maladie d'Elena, il comprend que lui, par contre, est guéri de cette maladie qui est d'avoir du désir pour Maria Félix, voilà. Et fondu au noir, évidemment, on le retrouve avec devant le corps de Raquel, si je puis dire, mais quelle fois-ci qui est en marbre. Et il décide, enfin il écrit même dans son journal intime, le désir s'est figé dans le marbre. Non, c'est ça le problème. Le désir n'est pas de marbre, et ça s'arrête pas comme ça, que sur comme on veut. Voilà, donc, et ce qui est d'autant plus intéressant que quand il se trouve face à cette statue, le sculpteur descend et lui dit: « vous aimez la statue ?» et tout ça. Et tout d'un coup, il entend la voix de Maria Félix Raquel, donc qui est là parce que c'est elle, en effet. Il reconnaissait le corps, mais sans vous voir le dire, mais c'est bien elle, il la connaît bien puisque c'est bien le corps de Raquel. Et là, le sculpteur présente Antonio, mais comme un homme qui est marié. Et donc, c'est vrai que Raquel est quand même intriguée en lui disant: « Mais comment est sa femme ?» Et le sculpteur dit: « Elle est formidable. Elle est formidable. » Je crois même qu'il dit elle paraît douce et tranquille, mais c'est quelqu'un qui a de la volonté. Enfin voilà. Et donc c'est tout à fait
Enfin, c'est exactement le contraire. C'est pas comme ça que Raquel avait vu Antonio, puisque elle est bien placée pour savoir qu'il trompe sa femme, évidemment. Et donc, si vous voulez, on va s'écouter la bande-annonce. Enfin, c'est pas une bande-annonce, c'est juste un petit extrait au moment où Antonio rentre chez le sculpteur et tombe en arrêt devant cette sculpture qui présente une déesse agenouillée, et Raquel n'est pas loin. La diosa arrodillada. Así le llama Demetrio, aunque en todo caso no es más que una simple mujer de rodillas, como les gusta a todos los hombres ver a las mujeres. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Por qué hablas de ese modo? Te previne que sería una gran desilusión conocerme verdaderamente. ¿Me preveniste? ¡Antonio! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Viniste a verla, ¿verdad? Mira, no es excepcional. Sí, tiene un nombre muy adecuado. La diosa arrodillada. ¿El nombre? Sí, es mi obra maestra. ¿Quién te dijo que así se llamaba? En tu estudio siempre hay voces misteriosas que lo explican todo. Mira qué pureza de líneas. El torso es absolutamente clásico. El contorno de la pierna es lo más bello que he visto. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. Voilà, donc vous avez évidemment compris, forcément, il parle espagnol, certes, ben oui, mais c'est pas un scoop, hein, les Espagnols parlent espagnol. Nous, les Français, je suis moins sûr qu'on parle français. Bon, enfin, ça, c'est un autre sujet. Et donc, là, vous avez entendu la voix de Arturo de Cordova, magnifique voix basse, qui jouait effectivement, qui jouera, puisque le film sera plus tard, elle de Buñuel. Donc, le voilà avec cette statue qui évidemment Maria Félix vient d'expliquer qu'il s'agit de la déesse agenouillée et qu'elle dit c'est bien dans cette position que les hommes préfèrent les femmes, vous voyez, donc en même temps on s'aperçoit que ça va pas tout être le cas. Et donc voilà que cette statue, maintenant, dans le film, va arriver chez le couple Elena-Antonio. Et le réalisateur va souligner les jeux de regard. Je vous en ai déjà parlé avec ces deux macarons là dans ses cheveux. Mais comment dire, Antonio, évidemment, ne peut pas extirper son regard de la statue. Et on voit bien qu'Elena, sa femme, regarde Antonio, regardant le corps de Raquel, la magnifique Maria Félix. Mais, et là encore, ça m'amuse parce que vous voyez, il y a plusieurs plans comme ça, on sent que c'est quand même assez chaud, que quelque chose est en train de se tramer, et tout d'un coup, la séquence se termine, figurez-vous, par un orage, badadam, badadam, des éclairs, des machins, des trucs, et tout le monde se retrouve sous la pluie, mais une pluie diluvienne, où l'image devient floue, le texte n'existe plus, etc. Bon, moi je trouve que c'est très humoristique, mais enfin bon, ça, on peut le voir autrement, bien évidemment. Et donc, c'est intéressant parce que Antonio, donc, il ne sait plus comment faire, mais on sent bien, on parlait de solitude. Il est dans une solitude extrême. Et d'ailleurs, quand à la fin, il retourne, parce que bon, je veux peut-être pas divulgacher le sujet si vous devez le voir, mais enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Il va revenir dans sa maison qui sera vide. Et là, là aussi, c'est quand même une métaphore. Cette maison complètement vide. Et il ne reste plus que un tableau qui est posé qui est accroché au-dessus de la cheminée. Et ce tableau, c'est le portrait. Ça fait 2 fois qu'on le voit, on l'avait vu sur son bureau. Et là, il y a le portrait d'Elena. Alors, moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Il me semble que, au-delà de cette histoire de désir, si le thème de l'absence et de la présence s'impose dès les premières images du film, avec cette statue de déesse agenouillée en ronde bosse, c'est ici, je trouve que là, je crois qu'il y a peut-être une réflexion que l'on peut se faire entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que la ronde bosse, vous le savez, c'est une statue qu'on peut, en 3D, c'est la déesse agenouillée, cette statue qui se trouve sur le bord du bassin, on peut la toucher, elle est palpable, elle est touchable, elle est caressable. Mais Elena, elle est sur une toile en 2 dimensions, sur le mur, et au fond, elle reste presque beaucoup plus envoûtante parce qu'elle symbolise l'absence cruelle
qui correspond, je vous le disais tout à l'heure, à la maison quand elle sera vide. Et elle est une présence. D'ailleurs, quand Raquel va venir habiter dans cette maison, une des premières choses qu'elle va faire, c'est supprimer ce tableau, l'enlever, parce qu'il est trop présent. C'est une absente beaucoup trop présente. C'est-à-dire cette séparation entre le palpable et l'impalpable montre que la douleur de la perte n'est pas aussi facile à identifier. Ce film, comme d'autres films d'ailleurs de Gavaldon, est axé sur la mort. La mort comme une obsession. Je ne sais pas si j'extrapole, mais ça peut être aussi rattaché à une sorte de recherche d'identité nationale. Que ce soit dans l'art cinématographique, tout à l'heure je vous disais, c'était cette influence de Eisenstein, peut-être aussi que cet art cinématographique mexicain se démarque du cinéma hollywoodien. Voilà, c'est vrai que ce lien entre la statue et l'original, tout d'un coup, ça m'a rappelé, je pense que même en l'entendant, vous y avez pensé, à La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, qui commence comme ça, par une nuit sous la pluie, c'est un enterrement, il y a une statue, c'est Ava Gardner, c'est le corps d'Ava Gardner, et tout le film est en flashback parce qu'on rappelle comment qu'elle a été toute sa vie, déesse donc admirée, mais une vie terrible, quoi, de solitude et de souffrance, voilà. Et donc ce tableau d'Elena, eh bien, ça fait penser aussi au tableau dans Laura, le film de Preminger. Oui, où ce tableau est omniprésent et dérange terriblement. De la même façon, on peut penser aussi dans ce film de Gavaldon, La déesse agenouillée, on peut penser aussi à Hitchcock avec Rebecca. Cette présence absente, notamment de l'ancienne femme, avec cette camériste, cette bonne, qui est comme ici, Esteban. Il regrette Elena. Esteban, il le dit. Il le dit, c'était quelqu'un de formidable. Elle était tendre, douce, mais ferme, volontaire. Enfin voilà, il a une grande admiration. Et c'est ce qui se passe dans Rebecca, évidemment, d'Hitchcock, ce qui est insupportable pour la nouvelle femme qui arrive, évidemment. Et donc, la dernière image du film, où Raquel reste seule face à son double, regardons toujours les images, elle reste face à son double, donc cette statue, la déesse agenouillée, statue figée, eh bien, elle n'est pas une femme libre. Et pourtant, Antonio lui avait dit, quand ils vont se séparer, tu es libre. Il vient juste de... Bon, là aussi, j'y vais un peu sur la pointe des pieds, parce que je ne veux pas vous raconter la totalité du film, il y a quand même du suspense, évidemment. Mais bon, elle est là, seule, en deuil, et en effet, j'ai envie de dire qu'elle est une femme agenouillée. C'est-à-dire, elle est désespérée, quoi. Elle est seule, et justement, le film se termine par un fondu au noir. C'est donc un film noir qui joue de la difficulté d'exister. C'est du très beau cinéma, avec une image noir et blanc superbe, un scénario assez bien construit, qui insiste sur la lutte entre le désir, l'amour, Eros, Thanatos, enfin, donc c'est une histoire complexe, avec l'homme ou la femme qui sont complexes, et heureusement, tant mieux, voilà. Et donc, un film de 1947, quand on voit le film, on s'aperçoit quand même que tous ces films de ces années 50, ils étaient très intéressés par l'humain. Vous voyez, ils allaient quand même au fond des choses, c'est-à-dire ils entraient dans la solitude de ces gens-là où la vie n'était pas simple humainement parlant, quoi, avec leurs sentiments. Aujourd'hui, les sentiments, il y en a pas. On filme beaucoup plus l'agitation des gens. Bon, pourquoi pas c'est pas, voilà. Et au fond, et à la fin, alors là aussi, je suis un peu, c'est un peu délicat pour moi de vous parler de la fin parce que c'est vrai qu'il vaudrait mieux l'avoir vu. Mais je trouve que cet humour, ça me fait penser aussi à le film de Buñuel, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Ça aussi, c'était un film absolument incroyable et où justement ça frise le fantastique. C'est toujours dans ces films mexicains, on frise toujours un peu le fantastique et parce que ils ont un rapport avec la mort qui est très très particulier. Voilà. Alors bon, on peut s'écouter effectivement la bande-annonce, mais c'est un peu compliqué. Bon, alors écoutez, on ne s'écoutera pas la bande-annonce, exceptionnellement. Voilà, et donc, écoutez, mais je vous recommande évidemment tous les films de Gavaldon. Ils ressortent, ils vont peut-être sortir en DVD, je ne sais pas. Écoutez, à vous de voir, et nous, on se revoit la semaine prochaine.